Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en grande forme pour une nouvelle balade dans Paname. Nous prenons la direction du boulevard des Capucines, trait d'union entre l'Opéra et la place de la Madeleine, à cheval sur 2 arrondissements, le 2e et le 9e. Ce boulevard plutôt chic, c'est le fief des enseignes de montres de luxe et de la haute joaillerie. Et oui, nous sommes à 2 pas de la place Vendôme. C'est aussi un spot pour se distraire. Et comme tous les autres grands boulevards, il possède son lot de théâtres, de bars et de salles de spectacle. Allez, on prend la direction de l'Olympia, car je me voyais déjà en haut de l'affiche. Allez, on est parti les amis. Cette semaine dans Paname, Yvan donnera de la voix avec Arnaud dans un karaoké haut de gamme. En fait, il y a 9 salles privées. Yvan retrouvera Charlotte au musée Fragonard pour raconter l'histoire de ses origines à nos jours. Je vais vous faire sentir la fleur d'Angers. Là, on est en voyage, là. Frédéric Gersal nous parlera de la première projection publique du cinématographe, appareil inventé par les frères Lumière. C'est ici que tout a commencé. La première séance publique a eu lieu dans ce qui est cet hôtel aujourd'hui. Rue d'Onou, Yvan rejoint Mustapha à la cantine Gamila pour mettre à l'honneur un plat typique du Maroc. Je vais faire revenir un peu les oignons, d'accord, avec mon poulet. Ah, tu sens un peu les odeurs. Mais tout de suite, direction le plus ancien music hall de Paris encore en activité. L'Olympia ouvre ses portes pour Paname. Salut Laurent. Salut Yvan. Ça va? Ça va et toi? Bonjour chef. Bonjour. Vous avez des habitudes particulières à l'Olympia pour démarrer la journée? Pas petit café, c'est quoi Non, ça? c'est directement le tartare. Alors, un tartare très particulier parce que c'est déjà le plat signature de l'établissement, du petit Olympia. Et c'est surtout l'histoire d'une rencontre entre 2 hommes incroyables, Monsieur Papillon et Monsieur Bruno Cocatrix, qui un jour ont décidé de créer ce fabuleux tartare. Ah, faut que tu me racontes. Bruno Cocatrix, je vois qui c'est le monsieur Olympia. Exactement. Et monsieur Papillon, c'était qui? Alors, Monsieur Papillon, c'était le propriétaire, à partir de 1948, de cet établissement, qui s'appelait le Bar Romain à l'époque. Monsieur Papillon et Bruno Cocatrix se sont pris d'amitié et étaient tous les deux amateurs de la bonne chair. Ouais. Et un soir, ont décidé de créer un tartare avec une sauce très particulière qui est transmise de chef en chef depuis des générations. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette sauce? C'est secret. Ah, c'est secret? Ah oui. Donc, c'est dans votre tête Ah oui, uniquement? c'est dans ma Il n'y a tête. que vous qui... Ah oui, oui, il y a que bon moi. Et qui vous l'a transmise, alors? C'est Monsieur Papillon. Directement? Ouais. On peut y goûter, ce tartare? Oui, avec plaisir. Bon, à 10h du matin, c'est pas mal. On va commencer Ouais, par un petit tartare. allons-y. Hein, ça va nous mettre en forme pour Très bien, visiter pour cette démarrer la salle. journée. Le tartare mythique de la maison. Ah oui, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec les autres tartares. Non, non, non. Il est pas bien du particulier. tout. Ah oui, magnifique. On est là en passation, en transmission de patrimoine, transmission d'histoire. Et d'ailleurs, on va aller s'aventurer pour Ouais, on va découvrir aller voir ça. les coulisses et les endroits secrets. On va sortir, on va passer par la grande porte, là-bas? Non, alors c'est juste pour vous. On va passer par un passage secret pour rejoindre l'Olympia. Ça, on adore, les passages secrets. Sauce secrète, passage secret. On y va. Ça commence bien. Merci, Jamel. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Waouh! Ah bah, je connaissais pas cette salle. Incroyable. Je te disais bien qu'on avait des salles secrètes à l'Olympia. Ouais, donc là, on est un peu sous le restaurant, c'est ça? On est effectivement là dans un endroit extrêmement confidentiel de l'Olympia, la salle de billard, qui est une salle historique, qui fut créée à la fin du 19e siècle en hommage à Édouard VII. Et pourquoi Édouard VII a sa salle ici réservée? Il y a une raison particulière? Alors, il y a des raisons. Édouard VII donc, était un amateur des grands boulevards. Et fin 19e siècle, on avait l'occasion de le voir dans le quartier. Et on a fait construire cette salle en son hommage. Et cette salle s'appelait effectivement la salle de billard, puisqu'à l'époque, il y avait une académie de billard qui avait été faite dans cet endroit. Et aujourd'hui, elle sert à quoi, la salle? Alors, c'est une salle qui est aujourd'hui multifonction. Il y a des artistes qui commencent ici, qui font un petit Olympia ici? Alors, on a effectivement des jeunes artistes qui démarrent sur cette scène-là. On y organise régulièrement des petits concerts. Alors, la grande scène, elle est où? Alors, encore un autre passage secret. Ok. On enchaîne, on y va. Eh ben, on y va. Ah oui, autre ambiance, là.
Effectivement, autre ambiance, on se dirige vers vraiment l'Olympia. Et avant de rejoindre le foyer des bars, on va s'arrêter devant le mur des mains. Comme à Hollywood. Et effectivement, c'est un endroit assez particulier. Là, tu y retrouves des empreintes d'artistes qui ont marqué au propre comme au figuré leur passage à l'Olympia. Tu as là Julien Clerc. Frédéric François, qui en a fait plein à l'Olympia, je crois qu'il en a fait 12. Alors, tu es plus au courant que moi, Nougaro. Et tu as ici les mains du taulier, Johnny Hallyday aussi, avec un record de passage dans la salle. Et là, on monte vers le foyer, c'est ça? Donc on arrive au foyer des bars dans quelques secondes. Ah, bah voilà, ça c'est l'Olympia que beaucoup de Parisiens connaissent. Effectivement, on est là dans le foyer des bars, donc après l'arrivée avec la façade mythique, avec ses néons rouges. Tout le monde connaît cette façade de l'Olympia et alors on change les lettres à chaque artiste, c'est ça? À chaque artiste, donc tous les matins, tu as une équipe qui arrive, qui installe son échelle et qui pose les lettres de néon du nom du producteur, de l'artiste. Et ça, pratiquement tous les jours, puisque à l'Olympia, on accueille pratiquement 300 spectacles par an. On rentre vraiment dans la salle de l'Olympia. Qui est en préparation de spectacle. Alors, qui est en préparation de spectacle pour ce soir. Donc là, on est dans une configuration qu'on appelle assis debout. C'est-à-dire que l'orchestre a été entièrement démonté. Et donc, on se retrouve dans une fosse avec cette pente naturelle qui permet, pour les plus petits, de pouvoir continuer à voir ce qui se passe sur scène. Et l'autre particularité de la salle, c'est une boîte dans la boîte. Comment ça? Alors en termes justement d'isolation phonique, on est en dessous de ce plancher, dans un vide. La salle est posée sur des ressorts. Et effectivement, sur un concert debout, il y a beaucoup d'énergie. Ah ouais? Ça bouge, ça bouge, bouger, c'est un alors. petit trampoline. Ça doit être un peu impressionnant, non? C'est assez impressionnant, c'est spectaculaire, mais ça contribue à une ambiance de fête, de spectacle, et c'est extrêmement important pour nous. C'est combien de places en tout l'Olympia, dans cette figuration-là? Alors dans cette configuration, on est à 2800 personnes, et lorsqu'on remonte l'ensemble des fauteuils, on est à 2000 personnes environ. On va y aller parce que là, je pense qu'ils sont On en les train de laisse travailler préparation. tranquillement, et Ouais. nous on va aller faire un tour dans les coulisses. Donc là, on est derrière la scène, c'est ça? Voilà, effectivement, on est ce qu'on appelle les coulisses, le backstage de l'Olympia. Waouh, c'est quand même une grosse machine de guerre, hein, l'Olympia. On est loin de la petite salle de quartier, là. Hein. On peut accueillir 3 semi-remorques, plus des tourbus. C'est vraiment une ruche. Ah oui, c'est énorme. Tout ça sous la terre, là. Tout ça sous la terre. Alors, on est où, là, Laurent? Alors, on est dans l'atrium des loges. C'est un endroit qui n'est pas accessible au grand public. Et ça a été pensé un peu comme dans un village. Ouais. Donc, avec sa place principale, ses loges, les loges des musiciens, les loges d'artistes. Et pour rendre l'endroit un peu plus convivial, il y a quelque chose de très important, le bar Marilyn. Je te présente Pépère. Salut, Pépère. Et Drôle de prénom, Pépère. c'est Stéphane au départ, mais il y a beaucoup de Stéphane dans l'Olympia et puis j'aime bien les surnoms. Qu'est-ce que c'est exactement, le Marilyn? On est dans un endroit qui est réservé aux artistes et à leurs amis, alors très intimiste au départ par Parce rapport à qu'on la marche salle. un peu sur les pas de ses Voilà. prédécesseurs. Il y a Et des puis on a- fantômes et ici. puis il y a des fantômes, et puis on y est déjà venu beaucoup plus tôt, hein, comme Leonard Cohen, les Stones, Bowie ou n'importe quoi. Ils sont déjà venus, ou M. McCartney qui avait demandé à ce que le bar soit ouvert uniquement pour ça. C'est-à-dire que c'est un vrai bar, les consommations sont payantes? Alors, les consommations sont payantes. C'est une particularité. On est la seule salle au monde à avoir un bar dans les backstage. On les laisse jamais partir sans rien. Ah ouais? Il y en a qui font des notes quand même un peu? Alors, il y a eu des notes. Qu'on laissait des ardoises? Alors, laisser des ardoises depuis 20 ans, non. Qu'est-ce qu'on boit ici au bar Alors, Marilyn? en général, des bulles. Ah, Ça j'aime va de bien. la bière, Ça me ou va on bien. est un peu plus mondain. On peut attaquer sur le champomis. On va être mondain, on va attaquer sur le champagne. Eh ben, on va trinquer à l'Olympia et une longue vie à l'Olympia. Longue vie à l'Olympia et merci. Merci à toi, merci à vous de votre accueil, c'était très sympa. Le musée du parfum est situé au 9 rue Scribe. Yvan a rendez-vous avec Charlotte pour une visite sensorielle. Bonjour Charlotte. Bonjour Yvan. J'adore votre endroit. Bienvenue chez nous, bienvenue au musée du parfum Fragonard. Merci, on se sent super bien. Hein.
On se sent super bien et ça sent super bon. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire sentir des choses pour voir si vous sentez bien. Est-ce que vous allez arriver à reconnaître les fleurs de grâce? Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est particulier? c'est particulier. C'est l'iris? C'est l'iris, C'est exactement. l'iris. Bravo. J'adore ce parfum d'ailleurs. Alors, celle-ci, vous devriez la reconnaître. Est-ce que ça vous évoque une couleur? Ça veut pas me dire que c'est la rose. Si, C'est la rose? c'est la rose. Ouais. Ah oui. On va le voir ce musée, parce que là on est un peu commencé par la fin, là, non? Oui, un petit peu. Pas dans l'ordre. Mais c'est pas grave. Allez, je vous suis, Charlotte. Merci. Alors, vous voyez ici, on a des matières premières. Voilà la rose de Damas. On a de la verveine, on a de la cannelle. La fève de tonka. tonka. Ça c'est Vous puissant. voulez sentir? Ah, j'adore cette odeur. Les cuisiniers l'utilisent aussi, ils la râpent. Dans Et, les gâteaux au chocolat, c'est pas ça? Exactement, bravo. Je vois que nous avons un connaisseur. On continue? On continue. Waouh. Alors voilà, ici vous avez l'un des flacons les plus anciens de notre musée. Qu'est-ce que c'est? C'est un flacon à phare à Avec des tête de petits- bélier. Oui, tête de bélier, c'est Il est magnifique. beau, hein. Ça date de quand, ça? Moins 3000 avant Jésus-Christ. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on mettait dedans à l'intérieur, alors? Du phare. Du Des phares. Oui, parce qu'on parfumait les phares. Les phares faisaient partie des produits de beauté, en fait, qui étaient parfumés. Alors si on avance dans cette histoire du parfum, on arrive où, là? Là, vous êtes au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, eh ben, il y a des épidémies qui sont bien connues, la peste, et on pense que les mauvaises odeurs, en fait, colportent les maladies. Et on a cet objet qui est absolument fascinant, qui s'appelle un pomander, et vous pouviez vous en mettre en fonction de votre humeur, mais aussi de la maladie dont vous voulez vous prémunir. Marie-Antoinette, elle aime les eaux florales, elle aime les fleurs. Alors ici, en fait, on a un objet qui est assez étonnant. C'est un petit livre en maroquin rouge. Et à l'intérieur, il y avait 2 flacons et un petit entonnoir. On suppose que c'était un objet qu'elle offrait à ses visiteurs ou à ses invités. C'est sympa. Donc, Une eau florale ouais. de Au lieu Versailles. d'avoir un t-shirt ou une casquette, Marie-Antoinette, elle offrait. C'était plus chic. C'est sympa, ouais. Et alors, Fragonard dans tout ça? Eh ben, Fragonard, on va y venir. Vous m'avez demandé où se trouvait Fragonard dans toute cette histoire. C'est là. C'est là. La première étape avant de produire un parfum, c'est de le créer. Oui. Et donc, c'est le rôle du nez, Oui. du parfumeur. Le fameux nez. Le fameux nez, qui a un panel de matières premières à sa disposition. Donc là, on est devant un orgue. Un orgue. Un orgue à parfum. Il faut savoir qu'en parfumerie, on emprunte beaucoup de vocabulaire à la musique. Et alors là, c'est quoi ça? Là, vous êtes devant un alambic double. Vous avez ici, dans cette cuve, les fleurs. Imaginons la lavande, par exemple. Ouais. Et à la sortie, vous avez de l'huile essentielle de lavande que vous utilisez pour fabriquer vos parfums et de l'eau de lavande qui s'utilise dans les cosmétiques. Et est-ce qu'il y a un endroit où on se parfume ici? Dans nos boutiques. Je vais vous faire sentir la fleur d'oranger. Là, on est en voyage, là. Ouais. On est sur la Côte d'Azur, On est presque. sur la Côte d'Azur. Ouais. Merci beaucoup, Charlotte. Merci pour cette découverte. Je rappelle que ce musée est entièrement gratuit Oui. et ouvert tous les jours. Tous les jours de 9h à 18h, Voilà. du lundi au dimanche. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Yvan. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Frédéric Gersal donne rendez-vous à Yvan, place Édouard VII, pour évoquer cinématographie des Frères Lumière. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais je suis perdu. Eh ben oui, ça se voit. Qu'est-ce que vous essayez de comprendre? J'essaye de comprendre ces lignes là, de toutes les couleurs. Mais c'est tout simple, ce Ah sont bah des c'est- anamorphoses. Et alors? Les anamorphoses, il faut se passer au bon endroit. Suivez-moi. C'est une question Donnez-moi le d'optique. bras. C'est une question Voilà. d'optique. Si on se met là, regardez, C'est une question toutes d'optique. les lignes Faites voir. se prolongent. Vous voyez? Ah! C'est chouette, hein? Et ça, on le doit à l'artiste qui s'appelle Felice Varini. Les 4 triangles pour 2 fenêtres. On va aller voir le bleu. Vous allez voir, le bleu, il est spectaculaire. Ah. Et on se retourne et hop! C'est Oh. magique, non? Ensemble de cercles. Incroyable! Ah là là. Des anamorphoses. Alors Frédéric, racontez-moi, parce que moi j'ai toujours été intrigué par cette place, par cet îlot qui donne sur le boulevard des Capucines. Oui, vous avez raison. Alors, on est devant le théâtre Édouard VII. C'est un roi d'Angleterre. C'est le fils de la reine Victoria. On parle du quartier, de l'histoire. Vous qui êtes amateur d'histoire, est-ce que je peux vous proposer une visite à l'hôtel Scribe, tout à côté,
Parce que là, il y a eu une première, mais extraordinaire, qui s'est déroulée au sein de cet hôtel qui s'appelait à l'époque le Grand Café. Mais ça, je vous le raconte là-bas. Oui, j'ai hâte que moi. Allez, venez. On y va. Là, c'est l'hôtel Scribe. Oui, de la rue Scribe. Voilà, absolument. Grand hôtel parisien. C'est ici que tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Ah ben, l'histoire du cinématographe des Frères Lumière. La première séance publique a eu lieu dans ce qui est cet hôtel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait là? On est à l'envers. Ça fait longtemps qu'avec vous, je sais qu'on marche sur la tête. You are the one for me, for me, for me, for Moment historique. Une lanterne magique. Absolument. Lanterne magique, c'était le nom qu'on donnait à ces projecteurs, à l'origine pour des images fixes. Et puis petit à petit, ça a servi aussi aux images animées qu'ont imaginées ces deux frères. Les frères Lumière. Louis et Auguste Lumière. Donc ici, ils sont liés à ce lieu. Ils ont inventé le cinématographe et la salle de cinéma, c'est ça quoi? Ben, exactement. Ils cherchent un théâtre qui accepte de les accueillir. Personne ne veut prendre le risque. Il n'y a que justement ce salon indien du Grand Café qui accepte de les accueillir. Donc on est en sous-sol. Qu'est-ce qu'on a projeté? Alors on a projeté une dizaine de petits films. C'était des tout petits films qui faisaient 1 minute. Hein. C'était la sortie des usines Lumière. Vous savez, il y a la fameuse entrée du train en gare de la Ciotat. Ciotat. Ouais. Mais à chaque fois, ça fait peur. C'est-à-dire ce train qui entre dans la gare, les spectateurs sont perçus. Ils se bougent, ils sortent de leur siège. Et alors, on a des témoignages de l'époque? Oui. Comment les gens ont réagi quand ils ont Alors, vu cette première d'abord, il n'y a eu que 33 personnes. Oui. Ils ont eu beaucoup de mal à remplir la salle. Elle n'était même pas remplie, d'ailleurs. Donc c'est un lieu effectivement chargé d'histoire dans les sous-sols de l'hôtel Scribe. Allez, Bon, on se dit quitte à là? bientôt. Oui. Ouais, à très bientôt. Je suis un peu en hypoglycémie. Direction la rue d'Onou. Yvan retrouve Mustapha dans son restaurant pour l'élaboration d'une recette bien particulière. Salut Mustapha. Oh, bonjour Yvan. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais très bien. Alors c'est toi le fondateur de cette cantine marocaine? La cantine Gamila, tout à fait. Et chef cuistot? Et chef cuistot. Donc Yvan, moi je t'invite tout de suite, allez, à mettre le tablier. Hop là. Allez. Je vois que t'es un professionnel, hein. Tu te débrouilles très bien, là. Comment t'as eu l'idée de commencer la cuisine marocaine? Ma mère a fait super bien la cuisine. Donc c'est un peu à cause d'elle que je me suis mis dans la cuisine marocaine. T'as oublié tout ce que t'avais appris avant, puis t'as réappris avec ta maman? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je connaissais pas du tout la cuisine marocaine. Donc j'ai réappris avec ma mère, avec une chef aussi marocaine qui m'a appris un petit peu les bases. Et dis donc, il y en a pas assez d'oignons, là? Bah, si, il faut beaucoup d'oignons en fin de compte. Alors après, on va mettre notre fameux poulet. Ouais. Normalement, il faut le mariner avant, hein. D'accord? Je vais rajouter les oignons. Et là, tu vas me faire, Yvan... Les épices? Tu vas me mettre les fameuses épices. Une petite cuillère... Petite cuillère comme ça? Curcuma, ouais. Ça, c'est le Comme ça? curcuma. Vas-y, curcuma. Hop là. Tu vas me mettre une petite cuillère de ras el hanout. Voilà. Oui. Alors ça, c'est voilà. vraiment Ça, c'est typiquement des- marocain, vraiment- ça. Ouais, ça, c'est Là, vraiment- c'est un mélange de toutes les épices, de plusieurs Exactement, épices. ouais, de plusieurs épices. Alors, ensuite, ce qui va donner le goût, c'est ce beurre de rance. Ah, le fameux beurre Voilà, rance. alors tu vas mettre une cuillère. Le beurre rance, c'est un beurre particulier, c'est-à-dire que c'est un beurre qui a un peu vieilli, c'est ça? Exactement. Qui donne c'est ce beurre qui a goût un vieilli, peu qui va particulier donner de ce rance. goût un petit peu Ouais, qui est amer, très ce- subtil, hein? Et qui va faire sortir un peu le goût de la sauce. Oui, Voilà, il faut pas avoir peur du beurre Non, rance. non, faut pas avoir peur du tout. Là, je vais faire revenir un peu les oignons, d'accord, avec mon poulet. Là, tu sens un peu les odeurs. Comment tu pourrais la définir, toi, la cuisine marocaine? La cuisine marocaine, elle est magique. Moi, c'est celle-là de ma mère, donc elle m'a toujours fait fasciner. C'est une très grande cuisinière et je lui tire mon chapeau. Donc c'est une cuisine de femmes, déjà. Ouais, c'est une cuisine de femmes. Ouais. Mhm. Elles sont, Donc c'est une cuisine d'amour, de générosité. de générosité, de partage. Alors, Yvan, là, on a fini la cuisson. Ouais, tu vois, il y avait à peu près 45 minutes de cuisson. Donc là, c'est fini. La sauce, elle est devenue bien épaisse. Tu sens un peu Je sens, ouais. Je sens. l'odeur. Parce que c'est pas fini. On va préparer la fameuse crêpe fine qui s'appelle le trid. T-R-I-D. Tride. Trid, voilà, trid avec le T. Donc, on descend en bas, on va voir. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. C'est ça? C'est ça, cette fameuse crêpe fine
qui est faite donc à base de semoule, farine, un peu de levure boulangère, sel, sucre et de l'eau. Mais c'est incroyable, comment vous faites ça? C'est un vrai tour de main, ça. Alors. C'est vraiment les doigts de fée pour faire ça. Les doigts de fée, exactement. Bon, on va finir notre plat, nous? On va finir notre plat. On va monter la tride qu'on a préparée, d'accord? Parce que nous, on a encore du travail là-haut. Voilà. J'en prends une aussi? Vas-y. On va faire des petits morceaux comme ça. On va l'émincer tranquillement. Voilà. D'accord. Des petits morceaux comme ça. Super. On va faire le dressage. Tu sens un peu l'odeur? Ouais, ça sent super bon. Alors toi, tu aimes l'aile ou la cuisse? Moi, j'aime bien les ailes. Aïe. Ah non, c'est pas bien? Si, c'est très bon l'aile, bien sûr. C'est là où il y a la grosse partie, bien sûr. On va faire une date, un pruneau. Tu peux t'amuser après à faire une petite déco selon ta façon. Selon ton inspiration, voilà. Du moment. Bah, là, t'es un vrai talentueux. C'est magnifique, ça. Il y a de l'expérience, là. Ouais. Voilà. Le fait ça. C'est un plat qui est magnifique. Chaque fois que je le fais, ça me fait la chair de poule. Et il ne reste plus qu'à déguster. Eh ben, on va se gêner. C'est bien parfumé. Ah, là, on sent tout, là. Bravo. Merci pour ton accueil. Effectivement, c'est un plat assez commun au Maroc, mais plutôt rare quand même à Paris. On le déguste ici, chez toi, à la cantine marocaine. Ouais, dans le quartier du boulevard des Capucines. Là, je suis en pleine forme, là. Je vais pouvoir continuer ma balade dans le quartier. Merci beaucoup, merci de ton accueil. Yvan, merci beaucoup d'être passé et sois la bienvenue. Tu es comme chez toi ici. Ça marche. La porte est grande ouverte pour toi. Merci, Yvan. Salut, Moussafa. Pour certaines personnes, le karaoké sonne comme ringard, mais pas chez BAM. Yvan a rendez-vous avec Arnaud, le créateur de ces karaokés haut de gamme. Salut Arnaud. Salut Yvan, comment ça va? Mais très bien, et toi? Ouais, fais-moi un lait chaud, là, parce que j'ai besoin de me chauffer la voix. Ah oui, c'est parti. Parce qu'il paraît qu'on chante chez toi. Un tout petit peu. Un tout petit peu? Un tout petit peu, en mode très caché, dans des petites salles de karaoké, effectivement. Ah ouais? C'est quoi le... Raconte-moi, BAM, ça veut dire quoi déjà? BAM, c'est la boîte à musique. C'est un karaoké, quoi. C'est un karaoké d'un genre un peu nouveau. C'est construit autour d'un bar à cocktail. Là, tu es dans le bar à cocktail. Personne ne chante ici, à ce niveau-là. Et en fait, il y a 9 salles privées où tu viens chanter avec tes amis, fort, faux et ensemble. Parce que c'est vrai, effectivement, au niveau de la déco, c'est pas classique. Hein. On s'attend pas du tout à rentrer dans un karaoké. On a l'impression que c'est un bar très chic du quartier. Exactement, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de changer un peu la vision du karaoké. Et tout ça, pratiquement, dans l'Olympia, parce qu'on est dans le même pâté d'immeubles. C'est ça, c'est le même pâté d'immeubles. On est au-dessus de certaines salles de l'Olympia ici. Alors raconte-moi, Arnaud, comment tu as eu l'idée de créer cette boîte à musique, ce karaoké version chic? En fait, c'est venu d'un voyage au Japon. On m'a un peu forcé la main à aller chanter dans une salle de karaoké au Japon. C'est un peu une institution, la salle de karaoké privative en Asie. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, mais attends, je devrais faire un karaoké. Et là, il n'y avait rien de sympa et rien de privatif. Moi, je faisais de la finance avant. Je me suis dit, je vais même faire un truc drôle. Et c'est pas drôle, la finance? Oh, c'est différent. Eh ben écoute, tu me montres à quoi ça ressemble, c'est ça? Viens avec moi. J'adore la déco, hein, c'est vraiment sympa. On essaie de faire un endroit de fête. Donc c'est vraiment, tu vois, as des tableaux comme si tu étais à la maison, des lumières comme si tu étais chez toi. Et là, je t'emmène, où nos amis nous attendent, dans une salle qui s'appelle la cage aux oiseaux. C'est chaud là, ça envoie là. Bravo. C'est pas facile de chanter quand on sait pas chanter devant tout le monde comme ça. En fait, je pense que la majorité des gens ne savent pas chanter. Du coup, en fait, ça nivelle sur le côté vraiment de s'amuser et ça rassure tout le monde. Et le public, c'est qui les clients? Alors, les clients, nous on est sur le divertissement, donc c'est 7 à 77 ans, avec pas mal d'enfants le week-end, beaucoup d'anniversaires, de fêtes, plutôt des femmes aussi. Plutôt des femmes. C'est ce que je vois autour de nous. C'est ça, c'est représentatif. Et si on chantait ensemble pour terminer l'émission, ça vous dit? Ouais. Pour les nuls, hein. On est d'accord. Pas du...
Non, mais là, vous l'avez répété combien de fois? Moi, je comprends même pas les paroles. Allez, viens avec moi parce qu'on va terminer l'émission ici avec cette super chorale derrière moi. On a passé un super moment, une super balade autour du boulevard des Capucines. Alors, évidemment, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur les réseaux sociaux, à venir me parler sur Facebook ou sur le compte Instagram. Et puis surtout, on n'oublie pas les bons plans Paname sur la carte interactive paname.fr. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname et on va chanter. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Ah, je ne sais quoi.